Bonjour à toutes, bonjour à tous. On s'est interrogé sur l'existence déjà d'opportunités pour les acteurs français face à l'ultra-domination US et chinoise sur ces secteurs. Et donc, plus précisément, donc on est parti, comme d'habitude, de notre base de données Brandy. Après, on a plein d'autres sources de données chez Kantar, mais celle-ci était intéressante, encore une fois, pour répondre à cette question. Déjà, on s'est interrogé sur le rapport de force entre les marques US chinoises versus les marques françaises, pour voir un état de l'écart sur un certain nombre de dimensions d'equity et d'image. Ensuite, après, on s'est attaché à comprendre ce qu'on pouvait apprendre d'elles en termes de force, mais aussi de faiblesse, et quelles étaient les opportunités qui pouvaient exister pour aborder les choses d'une manière différente pour les marques tech françaises. Et on arrive à une conclusion qui nous semble assez claire, pas si étonnante que ça, et je vais faire durer le suspense. Donc pour faire cette analyse, on s'est appuyé, je vous le disais, sur la base de données Brandy. On a centré l'analyse sur des données récentes, 2019-2020, sur un certain nombre de marques tech, à la fois françaises et US, sur différents secteurs d'activité, le e-commerce, l'activité liée au tourisme, les sites d'information, les apps, et puis donc on a fait ça pour des marques essentiellement US. On n'a pas beaucoup de marques tech en dehors de chinoises, en dehors de TikTok, et on a regardé les rapports de force. Alors, effectivement, on constate bien une ultra-domination des marques françaises. Alors, je vous rappelle juste le modèle qu'on a utilisé, un modèle qui évalue les marques sur leur sens, leur spécificité, est-ce qu'elles sont différentes et est-ce qu'elles créent les tendances du marché, et leur science, est-ce qu'elles elles viennent facilement à l'esprit du consommateur en relation avec des bénéfices importants pour lui. On a un modèle qui nous permet notamment de construire un indicateur qui exprime la capacité de la marque à susciter des volumes. Et donc cet indicateur, on l'appelle le power. Alors qu'est-ce qu'on découvre en premier enseignement? Effectivement, c'est qu'il y a une moyenne de power. Donc là, on fonctionne en indice. Donc quelle est la capacité à l'indice 100? C'est que la marque est à parité avec l'ensemble de ses concurrents sur une catégorie. Et puis après, on va normaliser ces données pour pouvoir comparer une catégorie à l'autre. Donc, on constate qu'en moyenne, les marques tech qu'on a mesurées ont un indice de 134 et les marques françaises qu'on a mesurées ont en moyenne un indice de 66. Donc là, on voit bien l'écart qui existe. Si on s'intéresse plus spécifiquement au top 10, là, quelque part, le paysage alors reste à forte domination US. Vous voyez, effectivement, avec Google, Amazon, avec des indices au-dessus de 300, 382, 361. Mais on voit apparaître des acteurs français. Et donc notamment SNCF avec un indice de 191 et Le Bon Coin avec un indice de 146 sur cet indicateur Power, une part de préférence, je rappelle. Et puis Cdiscount ne fait pas partie du top 10, mais qui apparaît avec un indice de 132. Donc on a quand même quelques pépites tech françaises qui apparaissent dans ce paysage d'ultra-domination franco-américaine. Alors, on a des ultra-dominants dans leur catégorie, Amazon dans le e-commerce, Google pour tout ce qui est recherche, YouTube sur le partage vidéo. On a des marques un peu déclinantes, comme Facebook, même si elles restent fortes, qui sont déclinantes. On a donc qui restent forts sur le sens et la science, mais qui perdent fortement en différenciation. On a des marques qui sont fortes en sens et en spécificité, en différenciation, mais plutôt faibles en science. C'est le cas de Wikipédia et TripAdvisor, peut-être parce que c'est des utilisations moins quotidiennes. Puis on a des marques comme Airbnb qui sont fortes en différenciation, spécificité et en science, mais qui ont encore un déficit de sens. Vous voyez l'évolution pour Airbnb qui passe de 65 à 86, mais qui par rapport à la catégorie d'hébergement reste encore en dessous de la moyenne. Et puis on a des marques en progression sur le sens comme Insta et TikTok. Alors ce qui est intéressant comme troisième enseignement, c'est qu'aucune situation n'est acquise. Et on le voit bien sur ces évolutions
entre 2017 et 2020 pour les différents réseaux sociaux. Donc, vous voyez la perte forte de spécificité de Facebook qui perd sur l'ensemble des indicateurs, mais notamment la chute est forte sur la spécificité puisqu'on passe de 146 à 107. Et dans le même temps, effectivement, on voit que Insta est à 103, donc très proche du niveau de Facebook, que TikTok est à 117, donc dépasse Facebook sur cet indicateur de spécificité. On remarque par ailleurs que YouTube baisse en science, Snap baisse en spécificité, Skype en spécificité, WhatsApp progresse dans le même temps, Insta progresse dans le même temps et TikTok arrive, d'ailleurs ils ont rejoint le top 100. Donc on voit que de nouveaux acteurs peuvent arriver, alors ils ne sont pas encore français, c'est ça la problématique, mais en tout cas de nouveaux acteurs peuvent arriver par rapport à des acteurs qui historiquement dominaient encore il y a 3 ans. Donc il y a une chance, il y a des ouvertures. Alors comment les marques françaises peuvent profiter de ces ouvertures et quelles sont leurs forces relatives? Alors pour ce faire, on n'a pas analysé là des chiffres bruts, mais on a normalisé des données par rapport à la taille de la marque. C'est-à-dire que quand on fait des études de marque, on le sait tous, les grandes marques ont tendance à capter tous les items. Pour corriger ça et identifier les forces relatives des marques, on passe par une méthode statistique qui va mettre justement en avant les différences par rapport à un niveau attendu qui prend en compte la taille de la marque. Donc si je prends une image, si vous avez une personne qui mesure 1m85 et qui chose du 45, on va dire, ou 1m90 et qui chose du 45, on va dire cette personne est grande. Si vous avez une personne qui mesure 1m65 et qui chose du 45, on va dire cette personne a des grands pieds. Donc c'est à peu près ça que fait l'analyse. Et donc du coup, quand on fait cette petite opération, on voit apparaître les forces et faiblesses relatives. Alors là, ce qui est intéressant, vous voyez, la force relative d'Amazon, c'est toujours d'être disruptif, c'est-à-dire que ça secoue les choses, ça prend de l'importance, elle est très pratique, elle est très en avance, notamment sur le online, elle monte la voie de la catégorie. Par contre, elle a une forte association relative négative sur tout ce qui est responsabilité. Et ça représente probablement une opportunité pour les marques françaises, Le Bon Coin, Cdiscount, de se construire sur cette dimension qui n'est appropriée en force relative par personne. Donc on voit que la force relative, d'ailleurs, du Bon Coin est plutôt sur le purpose, donc améliore la vie quotidienne des gens. Et donc là où Amazon a plutôt une force relative négative, donc ça c'est quelque chose sur lequel Le Bon Coin peut continuer d'appuyer. Et puis on voit effectivement que Cdiscount est plutôt sur des dimensions de praticité, mais là où Amazon reste très fort. Donc une première chose, c'est que le purpose et la responsabilité semblent être des dimensions intéressantes pour émerger face à Amazon. Quand on compare maintenant Amazon, là pas face à d'autres enseignes de e-commerce, mais là plus spécifiquement sur du e-commerce textile, on voit que la supériorité, notamment, donc vous voyez, c'est une faiblesse relative d'Amazon. Donc la supériorité, c'est une dimension qui regroupe des images de fierté, de confiance, de buzz positif. Et là, Amazon est plutôt négatif. Et la dimension n'est pour l'instant appropriée par aucun des acteurs français qui pourrait avoir une opportunité de se mettre, d'accentuer sur cette dimension. La faiblesse relative d'Amazon sur la responsabilité est moins forte dans cet univers-là que ce que l'on avait constaté avant, mais encore une fois, aucun acteur ne s'approprie fortement cette dimension. Il y a aussi une dimension à jouer, une carte à jouer sur cette dimension. Sur le bricolage, c'est un peu la même chose, effectivement, puisque Mano Mano émerge un peu sur la disruption, donc pas si mal que ça d'ailleurs par rapport à Amazon, mais il y a encore une faiblesse relative de Amazon, à la fois sur la dimension de responsabilité et encore une fois sur cette dimension de supériorité, donc qui mélange fierté, confiance et buzz positif. Donc, on a une certaine récurrence. Sur maintenant le marché du tourisme online. Donc, vous voyez effectivement que Booking, donc là, du coup, qui est une société non américaine, mais européenne, néerlandaise, pour être précis,
a une déviation, une force relative faible sur la responsabilité, alors que oui, SNCF, là, a développé une science positive. Et donc, du coup, c'est quelque chose sur lequel, donc c'est une force sur laquelle elle peut s'appuyer pour continuer de se différencier. Et on voit en plus que oui, SNCF était dans le top 10, donc quelque chose d'intéressant encore sur cette dimension. Si on compare la Airbnb par rapport à un acteur plus traditionnel, cher à Laurence, Ibis, donc on voit que la marque Airbnb a des faiblesses relatives sur la responsabilité, la supériorité encore une fois, mais aussi l'originalité. Et donc, du coup, c'est autant d'opportunités possibles pour lutter contre Airbnb. Sur l'information, on voit encore une fois la déviation négative de Google sur cet item de responsabilité, d'ailleurs, et de Wikipédia aussi, et autant de dimensions sur lesquelles notamment Quant, la responsabilité, mais aussi le purpose, émerge fortement, tout en ayant une déviation aussi positive sur la disruption. Alors, il faut regarder effectivement qu'en termes de force donc absolue, Quant reste faible, mais en tout cas, a ces déviations d'image qui sont intéressantes et qui peuvent être des cartes à jouer face à Google. Et puis, puisque je dépasse un petit peu le temps, je vais maintenant finir juste sur ces questions et puis passer la main à l'interlocuteur suivant. Donc, on voit effectivement en ligne continue que le purpose, la responsabilité et la fierté sont des véritables opportunités de différenciation puisqu'elles ne caractérisent pas les marques américaines, mais que certaines marques françaises ont déjà réussi à développer des saillances sur ces points. Et en plus, ces documents sont appropriés, ces dimensions ne sont appropriées par aucun acteur, donc il y a vraiment une carte à jouer. Pour autant, est-ce que ça sera suffisant pour lutter contre l'excellence des plateformes US en termes d'expérience utilisateur? Et donc ça, c'est lié au volume de personnes qui se contactent et qui permettent à ces plateformes de s'améliorer en continu. Et donc la question est pour moi une question de comment faire accepter aux consommateurs le temps nécessaire pour cette montée en compétences et donc faire valoir la balance entre des marques qui ont plus de purpose, plus de responsabilité, dont on sera plus fier d'être client, mais pour lesquels il faudra accepter d'avoir une expérience utilisateur, en tout cas au début, peut-être un peu moins bonne que les marques US. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Merci Pierre, et j'en profite pour glisser un petit mot. Vous qui êtes présents, n'hésitez pas, en passant par le club, par Karine ou Alice, à prendre contact avec Pierre parce que c'est une mine d'informations, d'insights sur toutes les entreprises au niveau mondial. Donc, il se fera un plaisir. Il a collaboré énormément avec nous sur la brand immersion et c'est pour ça qu'elle est si riche. Donc voilà, je pense que il sera ravi de pouvoir vous présenter, d'aller plus à fond sur vos propres sujets.